Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous pro du CFA IGS. Alors aujourd'hui, on va accueillir un invité de marque qui va partager son expertise et qui sera présenté par l'une de nos meilleures équipes d'étudiants qui étudient la filière banque et qui font un master. Alors sans attendre, je laisse entrer Patrick qui va présenter son équipe et ensuite notre invité. Bonjour Patrick. Bonjour Monsieur Kiteri, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de notre conférence métier tout simplement. Notre conférence métier va parler de la dimension conseil dans le secteur bancaire. Alors aujourd'hui avec mes collègues de l'ICD IGS, que je vais dès à présent présenter, Monsieur Akram Sadedine. Bonjour à tous. Monsieur Narfa Yassaf. Bonjour à tous. Monsieur Walid Belchilali. Bonjour, merci d'être présent. Bonjour. Et Monsieur André François. Bonjour tout le monde. Voilà, donc tous ensemble, nous avons préparé cette conférence métier avec notre invité, un invité qui, je pense, va beaucoup vous plaire et va apporter des réponses importantes sur notre métier et sur notre formation future, Monsieur Rossello. Donc, je vous laisse. Bonjour à tous. Monsieur Rossello est un banquier d'affaires et aujourd'hui, on a la chance et on a l'honneur de l'accueillir pour qu'il puisse nous répondre. Et Monsieur Rossello, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Écoutez, d'abord, je vous trouve très courageux de m'inviter sur votre site dans la mesure où je revendique d'avoir une vision un peu différente du consensus, mais je pense que vous allez rentrer dans la vie active, vous y êtes déjà pour certains d'entre vous, et que vous avez peut-être besoin qu'on vous donne un éclairage qui n'est pas celui de ce que l'on appelle communément la doxa, parce que je redoute que d'ici 10 ou 15 ans, vous n'ayez à adapter votre métier aux circonstances actuelles. Merci beaucoup, monsieur. Donc, voilà, merci, monsieur Rossello. Alors, juste une chose, oui, pardon, juste une chose, je suis effectivement ce qu'on appelle un banquier d'affaires ou un banquier conseil dédié à ce que l'on appelle les PME et les ETI en France, en Europe, éventuellement en Amérique du Nord, ça m'est arrivé, et ce qui m'a donné dans les centaines de missions que j'ai eu l'occasion de réaliser dans ma vie, ce qui m'a donné une perception de ce qu'est, on l'utilise beaucoup, le terme d'économie réelle, par rapport à l'économie hautement financiarisée. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette différence. Tout à fait. Alors, pour continuer, je vais tout simplement vous présenter comment va se passer notre entretien avec monsieur Rossello. Alors, notre conférence sera composée de 3 parties principales. Donc, principalement le contexte économique. En deuxième partie, la transformation de la banque. Et enfin, la notion de conseil auprès des entreprises. Donc, je vais sans plus tarder commencer avec, comme je vous disais tout de suite, le contexte économique. Et comme venez juste de l'aborder, monsieur Rossello, vous faites souvent allusion et référence au concept d'économie réelle. Pouvez-vous nous définir ce qu'est l'économie réelle et en quoi elle est corrélée avec le marché? Alors, c'est une définition qui n'est pas, comment dirais-je, académiquement vérifiée. Hein, cette notion d'économie réelle, c'est plus un ressenti qu'une définition rigoureuse. Pour moi, elle est très différente dans la mesure où et je vais le définir par référence à la trousse à outils que vous êtes en train d'acquérir ou de développer et que j'ai acquise il y a déjà 40 ans. Qu'est-ce que c'est que cette trousse à outils? C'est un mélange de comptabilité générale, de droit des contrats et de définition des instruments qui vont du crédit à la partie en fonds propres, permettant de répondre aux besoins de, entre guillemets, l'économie réelle.
Ces besoins de l'économie réelle, les citoyens la ressentent dans leurs activités de consommateurs, d'emprunteurs et d'épargnants. Alors, je tiens tout particulièrement à cette notion parce que la même trousse à outils que vous êtes en train d'affiner par votre cycle de formation, par votre master, en fait, elle peut être utilisée de façon assez schématique, de deux façons bien distinctes. Il y a, dans l'univers que je représente auprès de vous cet après-midi, l'univers des TPE, bien sûr, PME et ETI, qui vont me demander, en tant que banquier d'affaires, banquier conseil, de les aider à structurer un problème qui est très souvent vital, puisqu'il s'agit de leur permettre de se développer et ou de répondre à une situation de crise et ou d'aller chercher ou réaménager de la dette et ou des fonds propres. J'oppose cette notion d'économie réelle à une économie que j'appellerais financiarisée et qui n'est que financiarisée. Et on m'a proposé à plusieurs reprises dans mon expérience, dans ma carrière, de passer de conseil de PME à conseil de grands groupes, internationaux pour la plupart. Pourquoi j'ai refusé? C'est parce que, la relation humaine devient moins essentielle que dans mon terrain d'expertise. Et la deuxième, c'est que les mêmes outils vont avoir pour objet d'optimiser la performance financière des entreprises auxquelles nous allons nous adresser. C'est-à-dire qu'on est passé, j'ai utilisé le mot tout à l'heure de vital, d'essentiel, à une notion qui devient moins vitale, moins essentielle, mais tout autant importante pour des groupes qui sont sous la dépendance de ce que l'univers financier, j'aimerais préciser ce qualificatif, l'univers financier va exiger d'eux. Alors, vous êtes dans un master finance, il faut savoir que la finance, si vous n'en avez déjà pas eu la conscience, c'est quelque chose d'énorme sans lequel la vie économique n'existe pas. Donc, vous êtes en train d'apprendre ou d'affiner un métier qui est vital. Il est vital dans 3 grands métiers. Un métier qui est la collecte de l'épargne et la gestion de l'épargne. Un métier de flux qui est l'huile qui permet au moteur économique de tourner, dans lequel vous avez non seulement les flux, mais également les crédits, etc. Et puis vous avez le dernier métier qui est celui de la valeur, du patrimoine, la valeur et le patrimoine. Alors justement, Monsieur Rossello, comment on peut réellement valoriser une entreprise? Et de quelle manière, et surtout de quelle manière différencier à notre niveau, on va dire, ce que vous appelez l'économie réelle et ce que vous appelez l'économie financière, financiarisée? Alors, vous allez découvrir que dans la vie économique et dans votre vie tout court, on est obligé de définir beaucoup de sujets par des oppositions entre le blanc et le noir, mais qu'en réalité, ce sont les zones grises qui sont intéressantes. En mathématiques, on en a comment dirais-je, la perception par les effets de seuil ou les effets de bord. Donc, pardonnez-moi et pardon à tous ceux à qui on s'adresse aujourd'hui, je suis obligé, compte tenu du format de cet exercice avec vous, je suis obligé parfois de caricaturer, mais en réalité, de grâce,
sachez qu'il y a 1001 petites façons de passer de l'un à l'autre. Entre le réel et le financier, je dirais que fondamentalement, il y a une nuance qui est celui de la pérennité. Il est à peu près certain qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui, au niveau international, seront pérennes. Je pense qu'on a le droit de citer des noms commerciaux sur votre chaîne. Je n'ai pas de souci pour la pérennité d'un groupe comme Nestlé, comme Coca-Cola, comme Toyota, comme Sony, etc. Au contraire, dans l'économie à laquelle je m'adresse, il y a un souci de pérennité. Il y a un souci de pérennité parce que ces entreprises, et notamment les entreprises françaises, ont des problématiques de fonds propres qui, pour des raisons historiques, on va pas s'étendre là-dessus, ne sont souvent pas suffisantes pour assurer la pérennité. La pérennité, c'est quoi? C'est de faire face à des situations de rupture de métiers, de technologies, de marchés, qui justement devraient leur permettre d'assurer leur pérennité. Alors, le premier thème que l'on doit couvrir, c'est le contexte actuel. Et le contexte actuel, vous avez, et là encore je vais caricaturer, vous avez ceux pour qui nous sommes rentrés dans un nouvel univers, un nouvel environnement de la dette croissante et perpétuelle. Bon. Il y a des théoriciens dits de la nouvelle théorie moderne monétaire, ou monétaire moderne, qui vous démontreront que le problème de l'endettement est un problème de l'ancien monde. C'est fini, ça n'existe plus, on peut émettre de la dette comme on veut, il n'y aura plus le problème de son remboursement. Monsieur Rossello, j'ai une question intéressante. Comment on peut émettre de la dette sans limite? Alors, je m'oppose, bien entendu, à cette vision. Je peux la comprendre. Elle s'explique. Elle s'explique par un sentiment d'inquiétude que beaucoup de jeunes de votre âge ont, de se dire, mais comment va-t-on faire? Comment va-t-on gérer cet amoncellement de dettes? Donc, par rapport à l'inquiétude légitime de cet amoncellement de dettes, qui était déjà considérable bien avant le Covid, le Covid est venu aggraver, accentuer, mais en réalité, 80% du problème de la dette était existant avant la pandémie. Donc, par rapport à cette inquiétude, il y a une réponse que je qualifierais d'alchimiste, les alchimistes ayant cherché pendant des siècles à transformer le fer et le plomb en or. Ben voilà, on est avec des alchimistes qui veulent nous faire croire qu'on peut perpétuellement émettre de la dette. Je ne crois pas, et je vous supplie de ne pas rentrer dans ce processus, parce que, en fait, en écoutant ces théoriciens, il y a une espèce d'anesthésie générale des peuples, des populations, des citoyens, des entrepreneurs sur cette problématique, de manière à ne pas provoquer d'excès de doute, d'excès d'inquiétude sur le problème de la dette. Je pense qu'il y a un vrai sujet et nous allons en parler aujourd'hui. Donc la situation, le contexte, juste une chose, le contexte, oui, l'OCDE, la Banque mondiale, etc. a raison de dire qu'il va y avoir un peu de croissance. Après un collapse, il y a toujours une croissance de rebond et de rattrapage. Par contre, mon propos, et certains de vos camarades me demandaient comment j'étais passé sur Thinkerview, mon propos
de base depuis maintenant 1 an est d'alerter le plus de gens possible sur le fait que la croissance dont on dit qu'elle va permettre de rembourser la dette est elle-même nourrie de dettes depuis déjà 30 ans. Donc voilà, on est la situation dans laquelle nous sommes. Moi, je dirais en fin de carrière et vous en début de carrière, il est là. Et soit on se dit, ben, je veux pas y penser et on verra bien, soit on l'adresse et je pense que c'est un peu le but. J'ai juste une question rapide. Mais alors, par rapport à ce que vous avancez, comment on doit se positionner quand on sait que certains pensent que l'endettement d'une entreprise peut assurer sa croissance? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? C'est vrai, c'est faux? Ça dépend du contexte, c'est par rapport à quoi? Non, là, je suis catégorique. La croissance macroéconomique est totalement dépendante de la dette. C'est une certitude aux États-Unis, même en Chine aujourd'hui. Ça, c'est une chose, sur un plan macroéconomique. Sur un plan microéconomique, il y a 2 aspects. Il y a soit de la dette, je dirais, saine, c'est-à-dire de la dette qui permet à l'entreprise soit d'investir dans son outil de production de biens ou de services, et donc qui va trouver naturellement un remboursement par l'activité économique qu'elle va générer, soit une dette qui s'est généralisée depuis 30 ans, qui permet de doper la valeur de l'entreprise. Donc, il y a un outil qui est l'endettement d'investissement et d'exploitation, le financement du besoin en fonds de roulement de l'entreprise est une nécessité. Donc, ça, c'est tout à fait légitime, sain, etc., à condition, justement, de ne pas verser dans l'excès d'endettement qui ferait que l'entreprise deviendrait esclave de cet endettement et prendrait des décisions nuisibles à sa pérennité pour simplement respecter l'excès de dette qu'elle aurait contracté auparavant. Et ça va être votre job, votre job pour ceux qui vont être dans l'évaluation de l'entreprise sur le plan de l'exploitation, c'est quel est le bon niveau d'endettement pour son exploitation. Et puis il y a pour la partie gestion de patrimoine, gestion des actifs financiers, il y a l'effet de levier qu'on appelle le leverage buyout, le fameux LBO, où il y a une tendance un peu naturelle de se dire, puisque l'endettement ne coûte rien, augmentons l'effet de levier, c'est-à-dire le quantum de dette que l'on met par rapport à sa capacité de remboursement, en partant du principe qu'on ne va pas rembourser la dette. On va faire une dette dite boulette ou une dette in fine qui de toute façon ne sera pas remboursée à l'échéance puisqu'elle aura pour vocation à être refinancée par une nouvelle dette. Mais c'est 2 univers bien distincts et dans les 2 cas, ce que vous allez devoir apprendre, c'est à être mesuré dans l'octroi de ces 2 niveaux de crédit. Alors, j'ai juste Narfai qui a sûrement obtenu une question de la part d'un de nos camarades. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est une question, moi, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, qui me traverse. Vous avez parlé du coup de la dette, de ce que ça implique. On sait que bientôt, l'année prochaine, nous avons des élections présidentielles, mais au-delà de l'aspect politique, on entend souvent parler de la possibilité d'annuler la dette. Est-ce que, premièrement, pour vous, c'est quelque chose qui peut être envisageable? Et surtout, est-ce que ça serait quelque chose de positif pour notre économie? Alors, vous êtes, et je suis à la fois heureux de vous livrer ce message, mais je reconnais qu'il est particulièrement étrange de vous le donner. Vous êtes une génération qui se trouve mondialement
mondialement. Il y a le problème de la France, on va y revenir. Devant cette situation très étrange, où la dette, selon moi, ne peut pas être annulée et ne pourra que très difficilement être remboursée. Alors, quand on est au niveau d'une entreprise, je vais essayer de scinder entre le niveau microéconomique et le niveau macroéconomique. Au niveau d'une entreprise, quand on est dans cette situation-là, la seule solution est d'augmenter les fonds propres de la société. C'est-à-dire de demander à ce que les actionnaires, soit existants, remettent des moyens à disposition de l'entreprise, soit d'ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires pour que le ratio entre la dette et les fonds propres permette à la dette d'être remboursable. Pour un État, et je vais vous livrer une réflexion que j'ai et dont je vous donne le bénéfice de la nouveauté, il n'y a pas, enfin, pour le moment dans la comptabilité nationale, il n'y a pas la notion de fonds propres d'un État. Or, en réalité, c'est pas vrai. Il y a des fonds propres d'un État qui sont son patrimoine. Quand je dis son patrimoine, c'est la richesse de son sous-sol, de son sol, de ce qui est sur son sol, que ce soit un patrimoine artistique, industriel, culturel, etc. Bon. Donc en réalité, et je regrette que les économistes n'explorent pas cette idée, c'est, ben voilà, étant donné que je ne peux pas vous rembourser la dette, je vais vous donner des millièmes de détention du château de Versailles, des forêts de Chambord, du littoral, etc. Je vais faire des citoyens qui aujourd'hui sont des créanciers de l'État, je vais leur donner des actifs. Bon. Là, un certain nombre de gens qui verraient cette émission pensent que je vais fumer la moquette. Non, non. Je dis simplement, à partir du moment où on est dans cette logique, enfin, c'est pas une logique, on est dans cette situation inextricable. Je ne peux pas l'annuler, et je vais vous dire pourquoi, mais je ne peux pas la rembourser. Bon. Alors, mais je pense qu'il y a d'autres idées que l'on pourrait évoquer. Quel est le problème? Si la France et ou l'Europe ne serait-ce que envisager la possibilité de ne pas rembourser la dette, de l'annuler, ça veut dire que la signature de la Banque de France et donc de la Banque centrale européenne vaut rien. Or, comme vous le savez, la monnaie qui est de la dette, en fait, oui, c'est ce qu'on appelle de la monnaie fiat, c'est de la monnaie confiance. Donc, si vous n'avez plus confiance dans l'État qui a délégué au niveau européen la charge d'émettre et la monnaie et la dette, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous n'avez pas la possibilité, de, comment dirais-je, d'envisager ça. Regardez tous les États d'Amérique latine, du continent africain, du continent asiatique, etc., qui ont dû subir ce genre de choses. Elles sont dans des situations dramatiques parce que normalement, quand vous êtes un État respecté sur le plan monétaire et financier, quand vous émettez justement de la dette, elle est souscrite par la population mondiale ou alors elle est souscrite par la population locale. C'est le cas du Japon, par exemple. L'essentiel de la dette japonaise est entre les mains des Japonais. Bon.
Mais c'est une situation qu'on ne connaît pas en Occident, et c'est une situation qui est rarissime au niveau mondial. Donc, on ne peut pas rembourser on ne peut pas annuler la dette. Et à l'antenne, je peux vous dire que j'ai des relations de bonne camaraderie avec Arnaud Montebourg, et je lui ai dit, Arnaud, il est inconcevable de se présenter vis-à-vis des citoyens en prétendant qu'on peut le faire. Ce n'est pas possible. Donc, on est dans cette situation, il faut vivre avec cette dette en sachant qu'on ne peut pas l'annuler et qu'il va être très difficile de la rembourser. D'accord. Très bien. Alors, on va partir sur un sujet nouveau pour nous et peut-être aussi pour vous. Alors, quel est votre avis sur l'impact que pourraient avoir les crypto-monnaies sur l'économie, sur les finances, sur les entreprises? Quelle est la place que la crypto-monnaie peut occuper selon vous à l'avenir? Déjà pour vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est un feu de paille? Est-ce que vous pensez que ça peut devenir l'avenir des entreprises, des financements? Quelle est votre position sur la crypto-monnaie? Ouais, je vais essayer de répondre à cette question. Quel est le point? Oublions 30 secondes la notion de crypto-monnaie. Il y a quelque chose que j'ai découvert récemment, depuis quelques mois, c'est que effectivement, ma génération a connu l'effet l'effet très positif au niveau de la productivité, ne serait-ce que de mon activité, au moment de la bulle Internet, avec l'arrivée d'Internet. Internet est un mécanisme, c'est un protocole électronique permettant de transmettre des messages. Depuis, je ne connais pas la date exacte, on sait qu'il sera désormais possible, non pas d'envoyer des messages, mais d'envoyer des valeurs. C'est la blockchain. Et pour envoyer une valeur, et pour lui donner une solidité incontestable et immuable, il y a des algorithmes des deux côtés, côté de l'émetteur et côté de celui qui doit recevoir la valeur, permettant de sécuriser, soi-disant de façon absolue et permanente et immuable, cette valeur. Cette valeur pouvant être une automobile, un contrat d'assurance, un immeuble, un logement, peu importe, ou des valeurs mobilières. Il y a eu des personnes qui ont pensé que cette relation contractuelle, dès lors qu'on définit qu'elles vont être limitées à un certain nombre, vont avoir une valeur. Et on est passé de la notion de blockchain comme outil qui va rentrer dans la vie quotidienne pour le suivi des médicaments, de certains produits alimentaires. Enfin bref, il y a plein de domaines. Je fais partie là d'une task force au niveau européen sur l'utilisation de la blockchain dans des réseaux d'officiers ministériels du type huissier et notaire. Bon. Il y aura quelque chose, c'est évident. Mais par contre, ce que j'aime bien dans la task force que je suis, c'est qu'on ne remplace pas les tiers de confiance. Les tiers de confiance, que sont les huissiers et les notaires, vont utiliser la blockchain pour développer, faciliter leur métier. Mais vous aurez toujours un intervenant être humain qui sera le juge ultime de la qualité de la transaction. Qu'est-ce qui se passe? Christine Lagarde, à qui on posait la question, a donné une bonne réponse. Elle a dit « Je n'aime pas la notion de crypto-monnaie, je préfère la notion de crypto-actif. » À partir du moment où ces deux algorithmes
qui crée quelque chose qui est virtuel, mais qui le crée réellement. Vous êtes, mon cher Patrick, si moi je le crée et si vous décidez de me l'acheter, notre transaction prend une valeur. Et si tous les autres participants aujourd'hui considèrent que ce que Patrick et Raphaël ont créé peut être échangé pour autre chose, libre à eux de considérer que cet actif. Donc, pour moi, c'est un contrat cybernétique, bien, à qui un certain nombre de gens sur Terre acceptent de donner une valeur. D'accord. En fait, vous avez, et je crois que certains d'entre vous ont vu mon interview sur Thinkerview, et je faisais référence à mon père adoré, qui était effectivement un anarchiste catalan. À la fin de sa vie, c'était un entrepreneur, un scientifique qui s'était embourgeoisé. Mais intellectuellement, il aimait contester l'autorité régalienne d'un État. Et les crypto-monnaies répondent à cette tendance. Et là encore, je peux l'expliquer, c'est que vous êtes une génération où vous vous dites, ceux qui ont eu le pouvoir nous emmènent dans une situation difficile, autant le gérer entre nous tous, et on va probablement pas faire pire que ce qu'ils nous laissent aujourd'hui gérer. Je peux comprendre ça. Je dis simplement, et pour répondre à votre question, après un détour assez long, pour qu'une monnaie soit forte, c'est que si demain je dois partir dans une zone bizarroïde, je vais demander des dollars. Et même si professionnellement, je considère que le dollar est une monnaie totalement surévaluée aujourd'hui, le green paper, dans beaucoup de pays sur Terre, je pourrais me payer un taxi, une chambre d'hôtel, un repas, un médicament, etc., si j'ai du dollar. Parce qu'il a une valeur probante que aujourd'hui les crypto-monnaies n'ont pas réussi à obtenir. Et cette valeur probante, elle est quelque part contraire à l'esprit même de la crypto-monnaie. Donc, c'est là où je ne crois pas, en dehors du fait qu'il peut y avoir de la spéculation sur le crypto-actif. Mais est-ce que on va remplacer nos échanges par des crypto-monnaies? Je ne crois pas. Ceci étant, puisque nous devons traiter de votre problème des banques, vous savez que la Chine aujourd'hui est en train de travailler pour, d'ici 2023, 24 ou 25, sortir un cyber-yuan. C'est autre chose. C'est d'utiliser la notion de blockchain en lui donnant une vertu régalienne pour que ça soit une monnaie d'échange. Mais là, on est exactement à l'opposé de la dérégulation, puisque c'est un État très centralisé et très fliqué, j'ai pas d'autres termes, qui va gérer cette crypto-monnaie. Alors justement, Monsieur Rossello, ça nous permet d'avancer vers justement la deuxième partie, qui est la transformation de la banque. Alors, quelle est la vision de la BCE justement par rapport à par exemple, les crypto-actifs? Est-ce qu'à l'avenir, ça va devenir une monnaie officielle ou une cyber-monnaie, comme vous venez de l'évoquer avec la Chine? Et on va dire à moyen terme et à long terme, comment ça va influencer notre métier de banquier en tant que tel? Alors, il y a des gens qui, je pense, veulent se faire peur ou veulent vous faire peur en considérant que le métier de banquier n'existera plus. Pourquoi? Parce que si effectivement je dérégule et je décentralise tous les flux,
je n'ai plus besoin d'une Banque de France qui contrôle les grands établissements bancaires français, qui leur donne le droit, en fait, de créer de la monnaie, hein, puisque c'est par le levier que les banques octroient aux différents métiers qu'on avait vus tout à l'heure, qu'en fait, il y a une création monétaire. Bon. Donc, cette création monétaire, elle est aujourd'hui gérée par des organismes étatiques. Je ne crois pas à la dérégulation absolue de votre métier. Donc, je reste convaincu que si tous les auditeurs d'aujourd'hui partagent avec moi le sentiment qu'un banquier de plein exercice est un homme qui est et restera le tiers de confiance de la relation entre vous et moi, que cette fonction-là sera éternelle. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous, et c'est peut-être la touche humaine que je souhaite donner à votre mission, c'est que soit vous devenez des informaticiens, et uniquement des informaticiens, soit vous êtes banquier de plein exercice, c'est-à-dire capable d'évaluer en dehors des robots, que vous vous fassiez aider par les robots, très bien, mais que vous deveniez le responsable d'une décision d'octroi de monnaie pour une opération donnée. Par contre, comme les fonctions, on va dire, subalternes, qui ont nourri l'emploi des banques historiques, vont probablement être automatisées par des robots ou par des machines automatiques. C'est là où, quand vous m'avez approché pour que je vous donne une opinion, je vous dis que votre métier de banquier doit être de plus en plus un métier de conseil, c'est-à-dire un métier d'opinion. Et on y reviendra après, mais donc, oui, la banque va va muter, mais je pense que votre fonction devrait, au contraire, s'ennoblir, dans la mesure où, au lieu d'être simplement le superviseur des flux, vous allez devenir le tiers de confiance de la relation de ces flux. Donc, selon vous, il y a vraiment une opportunité à prendre par la digitalisation et les changements de la banque. Ah oui, et qui consiste au contraire à vous responsabiliser sur le fait que vous octroyez ou non. Moi, j'ai connu ce moment très particulier où le banquier qui était mon interlocuteur, ou la banquière, quelque part, elle savait tout de ma vie. Elle savait où étaient mes ressources, elle savait quel était mon statut familial, etc. Si j'étais locataire, propriétaire, elle avait une bonne connaissance de l'ensemble. Donc, quand je lui demandais, quand j'avais votre âge, un découvert parce qu'il y avait un problème, elle était en mesure de donner une opinion. Elle me donnait un conseil, hein, en m'indiquant quelle était la durée, le taux, enfin bon, elle apportait un conseil. Et deux, vis-à-vis de sa hiérarchie, elle était en mesure de défendre le dossier en disant, dans ce cas précis, il faut l'aider ou ne pas l'aider. Je ne crois pas à la dématérialisation de cette fonction, parce que c'est très simple. De même que j'ai dit que la finance est au cœur de la vie économique, si effectivement au cœur de cette vie économique, on ne met que des machines intelligentes, ben ça veut dire que vous et moi, on n'a plus aucun intérêt à être un être humain sur la surface de la Terre. Enfin, je veux dire, il y a une dimension absolument vertigineuse. Bon. Donc oui, vous avez une opportunité dans vos métiers,
à être conscient de la responsabilité que vous allez assumer. Donc, vous avez avancé la notion justement de conseil. Donc, ça nous permet justement d'avancer sur notre dernière partie. Donc, selon vous, qu'est-ce que sera un banquier dans les années futures, dans les années proches? Un banquier, qu'est-ce que ce sera? Alors, les 3 fonctions que j'ai rappelées au début, à savoir le banquier qui collecte l'épargne, le banquier qui contrôle les flux, la création monétaire, et le banquier qui aide aux opérations, ce qui est ma spécialité, de création de la valeur ou de développement de l'entreprise, resteront absolument vitales pour la pérennité de nos existences collectives. Pourquoi ai-je dit que la dimension conseil va devenir encore plus importante? C'est qu'à partir du moment où les fonctions dont vos prédécesseurs avaient besoin de s'occuper, ils avaient besoin de descendre pour voir si le virement a été fait, si le chèque a bien été encaissé, si, etc. Étant donné que toutes ces fonctions, je dirais logistiques, vont être automatisées, il faut impérativement que dans ces 3 métiers, ces 3 piliers de l'activité financière, l'épargne, le crédit et le développement de l'entreprise, il faut que justement vous, les banquiers du futur, soyez de plus en plus compétents pour être capables de vérifier si les machines ne se trompent pas, d'accord, et d'avoir une opinion vous permettant de vous faire une opinion, vous permettant de donner un conseil. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de vous, car si vous ne donnez pas cette valeur ajoutée du conseil, bah, ça veut dire que la machine va faire le job à votre place. Oui. Donc, c'est vraiment la compétence. Et là, j'avais fait aussi une petite présentation sur l'éthique et la finance. Pour moi, j'ai une règle d'éthique qui est très claire. C'est que par rapport à votre client, qui est donc un épargnant, un consommateur ou un demandeur de crédit ou un entrepreneur qui veut accélérer son développement, il faut que vous ayez la capacité de le convaincre en ne lui mentant pas. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis le témoin aujourd'hui, même dans mon métier, où je vais faire une analogie avec certains intermédiaires qui, parce que vous allez vendre une voiture, un appartement ou un objet, vous disent « Non, mais Patrick, passez par moi parce que votre objet, il vaut tant. » Et vous allez être séduit par le prix qui vous est donné, vous allez lui donner un mandat, et en réalité, vous allez vous apercevoir que très peu de temps après, le prix qui a été annoncé ne sera pas atteint. Ce mensonge, mais qui est monnaie courante, hein, je me bats contre en disant le début de l'éthique, c'est effectivement de dire la vérité. Avec, c'est là où, entre l'éthique et la contrainte de marché, bien sûr, il faut faire avec, c'est que il y a des gens qui me disent oui, mais dans ce cas-là, tu n'auras jamais un mandat, parce que si tu es honnête et que les autres ne le sont pas, c'est les autres qui vont avoir le mandat et c'est pas toi qui vas l'avoir. Très compliqué. Mais c'est là où justement votre opinion de conseil va être très importante. C'est à la limite de dire la vérité, de dire qu'est-ce que vous voulez entendre. Vous voulez entendre que votre voiture vaut 15 000 euros. Moi, je vous dis, elle n'en vaut que 10 000 ou 9 000. Ah ben oui, mais sur Internet, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ok. Alors,
passez par Internet, ou sinon vous passez par quelqu'un. Oui, je vais vous demander à être rémunéré. Oui, bien sûr. Parce que je vais vous donner une opinion, c'est-à-dire un conseil. D'accord, très bien. Alors, j'ai Walid qui a une question à poser. Walid, tu peux… Oui, Monsieur Rossello. Alors, je voulais réagir sur l'évolution de nos métiers, donc la digitalisation, etc. Vous avez évoqué un peu plus tôt l'éventuelle perte de confiance des ménages envers les institutions financières, la monnaie, etc. Ouais. C'est totalement dramatique. Justement, je voulais avoir votre avis sur ça. Est-ce que vous ne pensez pas que la digitalisation, je dirais même la robotisation du métier de banquier ne pourrait pas justement provoquer une perte de confiance des ménages? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes à compte tenu de l'âge que je devine de vous tous, vous êtes à un moment charnière. Charnière parce que le public n'est pas encore totalement dématérialisé, mais il le devient de plus en plus. Et là, j'attire votre attention en tant que citoyen. Je viens de boucler une transaction avec un entrepreneur qui a une société de distribution de produits pour l'industrie et qui, son leitmotiv est de dire « Nous n'avons plus les moyens d'aller toujours vers le moins cher. » Si effectivement les citoyens sont heureux de se dire qu'ils peuvent avoir une chambre d'hôtel à la moitié du prix, un repas à la moitié du prix, une voiture avec 20% de remise, etc., il faut qu'ils soient intimement convaincus qu'ils se dévalorisent en tant qu'être humain dans la collectivité. D'accord ? Donc, c'est toute la différence entre l'école de la demande et l'école de l'offre. L'école de l'offre, donc du conseil créateur, c'est de dire, oui madame, oui je vais vous facturer des frais parce que moi, Patrick, moi, Walid, je vais vous donner une opinion, je vais vous donner un conseil. C'est tout l'exercice, mais je vais vous dire, étant donné que la finance est au cœur de la machine économique, soit les citoyens, là je vais être très cynique, hein, soit les citoyens n'ont plus confiance en vous, et c'est le chaos, soit on retrouve la vertu du banquier du Moyen-Âge ou du 19e ou du 18e siècle, c'est que fondamentalement, quand je me déplace dans une agence ou quand j'ouvre une visio, j'ai confiance en Patrick, j'ai confiance en Walid. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout repose dans notre métier sur la notion de confiance. Je ne peux pas faire confiance à une machine. Après, si, c'est contre-intuitif. Hein. Donc, ah oui, mais parce que la machine ne se trompe pas. Je suis désolé, je devais m'enregistrer avant-hier sur un vol, etc. J'ai passé 1h15 à essayer de me connecter. Je n'ai pas pu. La machine a bugué. Alors, tout le monde va dire, ah oui, mais normalement, ce n'est pas le cas. D'accord. Mais j'ai connu une agence de voyage où j'avais une dame qui me connaissait, j'avais une confiance aveugle dans l'opinion qu'elle me donnait. Et je savais qu'elle me prenait de l'argent sur mon billet, mais j'avais ce recours. Donc, vous êtes à cette économie charnière. De grâce, restez droit dans votre opinion, mais qui vous engage. Hein. Ça vous engage. C'est-à-dire que mon fonds de commerce, il est construit sur des hommes et des femmes qui fondamentalement me font confiance. Et justement, nous, comme nous sommes dans un secteur plutôt entreprise, effectivement, la notion d'accepter de payer pour un conseil est un peu plus acceptée. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont plutôt avec des clientèles particulières, c'est vrai que ça va plus compliqué, effectivement. Je pense, Patrick, que ça va revenir.
Vous savez, le phénomène humain, c'est un balancier, d'accord? Alors, le problème, c'est que effectivement, il faut travailler, il faut se nourrir, il faut se développer, il faut avancer dans la vie. Je reste convaincu parce que je vous donne une vision effectivement un peu inquiétante de la situation, mais je suis débordant d'optimisme pour le futur, parce que l'homme est un animal intelligent. L'homme sait s'adapter. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas des moments un peu difficiles, mais je pense que les hommes auront, par nécessité, par survie, ils auront besoin de se reparler et de se refaire confiance. Je sais que quand je dis ça aujourd'hui, les jeunes qui m'entourent professionnellement me disent c'est pas ce qu'on vit au quotidien. Ok, mais il faut persévérer. Et quand vous êtes dans le monde de la finance, alors c'est vital. Oui, justement, mais comment pérenniser nos acquis avec les clients, et notamment les clients entreprises? Comment faire en sorte que cette confiance reste sur le long terme? Comment être sûr que l'analyse qu'on va mener pour une entreprise va nous donner la bonne solution et va créer la confiance de l'entrepreneur? Ouais, Patrick, d'abord, je crois aux vertus du travail. Alors, je sais que ça fait un peu vieux con, mais je crois aux vertus du travail. Et je crois aux vertus du travail humain. Le travail humain, c'est quoi? C'est que dans votre relation avec l'entreprise, vous avez deux façons d'opérer. Vous avez la façon, je dirais, très digitalisée de lui envoyer des mails dans tous les sens pour savoir s'il a été content de l'enregistrement de la transaction, s'il a été content de recréer du lien avec vos interlocuteurs, passer du temps, essayer de comprendre son métier. Il est dans la distribution, il n'est pas dans la distribution, il est dans la production, il est dans les services. Essayez de comprendre. En fait, le banquier millénaire, c'est un homme qui comprend les besoins de celui qui s'adresse à vous. D'accord? Plus vous allez le comprendre, plus il va le sentir, et vous allez faire la différence par rapport à l'autre, qui lui va le bombarder d'outils digitalisés. Recréer du lien. Et sachez que si de l'autre côté, il n'est pas ouvert à cette, à cette réhumanisation de votre métier, je dirais cyniquement, laissez-le tomber. Laissez-le tomber parce qu'il va rentrer dans le processus où de toute façon, il va toujours aller chercher, il ne vous sera jamais fidèle, il va toujours aller chercher le moins 10 ans. Ok. De toute façon, vous n'aurez rien à gagner avec lui. Hein? Par contre, comment je gagne un mandat? Je gagne un mandat parce que j'essaie, avant de rencontrer un prospect, de comprendre son métier. Où sont ses problèmes? Où sont ses concurrents? Où sont les problèmes réglementaires qu'il a, etc. Et donc, naturellement, vous savez, les 3-4 premières minutes, je vais dire, ah tiens, mais vous connaissez mon métier. En fait, je ne le connais pas, mais voilà. Faut essayer d'avoir des notions. Oui, alors, j'avais un prof de fac qui m'a marqué en disant « Ne vous trompez jamais sur les ordres de grandeur. Si vous devez garder un message ce soir, c'est celui-là. Ne vous trompez pas sur les ordres de grandeur. C'est-à-dire que s'il faut 3 mois pour instruire le dossier, ne dites pas qu'il faut 15 jours, ne dites pas qu'il faut 6 mois. Si la société à qui vous allez vous adresser n'a, je dirais, de crédit que sur 10 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, ne vous trompez pas d'ordre de grandeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est montrer tout de suite que vous avez une compréhension un peu globale de son problème. Il faut comprendre que vous avez très souvent un homme inquiet quand il vient vous voir.
pardon mesdames, je dis toujours un homme au sens générique, bien entendu ça peut être un homme ou une femme. Mais c'est intégrer le fait qu'il y a cette angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a de marqué sur votre front le symbole euro. Hein? C'est vrai. Et ce symbole, il fascine, il inquiète, pourvu que mon banquier m'accorde ça. Et rentrez dans le jeu. Ne lui dites pas, oui, mais tes bilans sont pas bons, puis tu as changé de job, etc. Non, rentrez dans la compréhension. Ah, pour ça, il faut passer du temps. D'accord, très bien. Alors, il y a André qui a une question pour nous. André, je te laisse intervenir. Oui, Monsieur Rossello, je sais que vous avez réalisé plusieurs écrits en ce qui concerne l'impact du Covid-19 et je voudrais avoir votre avis en ce qui concerne les risques et les opportunités de cette situation. Et plus loin que cela, j'aimerais savoir comment nous, en tant que conseillers, on peut accompagner les entreprises à traverser cette situation. Et enfin, en dernière question, j'aimerais savoir, d'après vous, quelle serait la crise ou la prochaine crise en fait qu'on pourrait rencontrer, qui soit liée ou non à cette situation du Covid-19? Il y a plusieurs questions, mais je vais essayer d'y répondre. Le mot d'opportunité est venu quand j'avais fini mon manuscrit, d'un échange avec une femme tout à fait remarquable et qui me dit, mais est-ce que tu sais qu'en chinois, le mot de crise est synonyme d'opportunité? C'est le même idéogramme qui exprime les deux. Donc c'est pour ça que j'ai surfé sur cette notion d'opportunité au moment où on était dans un état de confinement absolument dramatique pour l'ensemble de la population mondiale. Je dis vraiment dramatique. Enfin, j'ai énormément d'amis, par exemple, dans la ville de New York. Ce qu'on a vu à la télévision avec des cadavres qui s'entassaient dans la rue a été une réalité. Bon, on a oublié, c'était il y a 1 an, mais on était proche du cataclysme. Donc, crise, mais opportunité. Pourquoi opportunité? C'est parce que c'est cette expression que vous utilisez parfois de balle neuve. Voilà, on est en train de finir un match, on s'en est pris plein la gueule, balle neuve. Qu'est-ce qu'on fait? Mon alerte, elle est à l'égard, je suis heureux que vous m'écoutiez, malheureusement quand j'essaie de sensibiliser les politiques, ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas parce qu'ils ont le souci d'être réélus. Et ayant le souci d'être réélus, ils pensent que nous, citoyens, on est des gogos et qu'il faut nous garder dans notre zone de confort et surtout ne pas dire la vérité. Car quelle est la vérité? C'est celle que je vous ai martelée au début. On a accumulé une dette légitime. Celle d'avant, pour moi, elle est douteuse. Mais celle des derniers 18 mois, légitime, sinon c'était le chaos partout. Mais cette dette, je ne vais pas pouvoir la rembourser et je ne vais pas pouvoir l'annuler. Donc, prochaine fois que vous entendrez à la télévision notre ministre des Finances dire que c'est la croissance future qui remboursera la dette, menteur. Menteur. Bon. Mais comme ils vont tous le dire, hein, je veux dire, moi j'aimerais qu'un homme politique, plutôt que de nous raconter qu'il y aura tant de millions de vaccinés, non, qu'ils disent au journal de 20h, Françaises, Français, on est dans une situation très particulière. Très, très, très particulière. Mais pour le moment, j'envoie des fusées et puis j'espère que nous serons nombreux à véhiculer cette réalité. Hein, c'est une réalité. À partir de ce moment-là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait demain? Eh bien, demain,
En tant que métier de la finance, dont je rappelle qu'elle est consubstantielle de l'activité humaine, donc la méchante finance, oui, bien sûr, il y a des traders dingues, oui, il y a des spéculateurs dingues, etc. Mais la finance dans sa globalité, elle est vitale. C'est le sang qui alimente nos organes. Il faut être raisonnable. Il faut regarder non pas l'échéance à 3-5 ans, mais il faut regarder l'échéance à 5, 7, 9 ans. C'est la première chose. C'est-à-dire que ne vous laissez pas emprisonner par la dictature de l'immédiat. Résistez là-dessus. Pourquoi? Parce que vos clients, qu'ils soient personnes physiques ou entrepreneurs, vous allez vous différencier par rapport à vos concurrents. Et eux ont besoin. Ça veut dire quoi? C'est ce que je disais à Patrick il y a quelques minutes. C'est travailler la problématique de votre client ou de votre prospect et venez non. Alors, il faut venir lui proposer une solution pour payer sa paye à la fin du mois d'août. Ça, c'est un problème. Mais il faut que vous le mettiez dans une perspective. OK, je vous aide à faire votre paye de la fin août ou de la fin septembre, au moment où les allocations vont baisser. Dites-moi comment vous voyez votre métier sur les 3 ans qui viennent. Ah oui, mais j'espère que la croissance va revenir. Non, ne me parlez pas de ça. Votre activité, quel est le besoin de vos clients? Quel est le besoin de vos fournisseurs? Quel est le crédit fournisseur que vous pouvez consentir? Et ça, c'est le travail. Hein. C'est la compréhension des problèmes réels de vos clients. OK? Ouais. Opportunité, balle neuve, on est dans une situation inextricable. Comment je vais l'adresser? Et le deuxième message que je veux vous passer, les ordres de grandeur, vous vous souvenez, la gestion du temps. Tout est un problème de temps. Si nous pouvions vivre 1000 ans, nos problèmes ne seraient pas ceux de notre mortalité à moins de 100 ans. Il serait différent. Donc, pour une entreprise, pour un citoyen, pour une TPE, le problème est en fonction du facteur temps. Quel âge avez-vous, monsieur? Ah, j'ai 67 ans. Vous avez un successeur? Non, j'ai pas de successeur. Donc, ça veut dire que votre entreprise, il faut en assurer la transmission. Ah, mais vous, André, là, vous m'emmerdez, je suis pas si vieux que ça, je peux en garder ma boîte, etc. Bah, monsieur, il serait peut-être bien qu'on réfléchisse ensemble. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez 77 ans. Est-ce que vous pensez que vous serez toujours aux commandes de votre entreprise? Mais pourquoi vous posez cette question? Ben, je vous pose cette question parce que les réponses immédiates vont dépendre de votre perspective à 5 ans ou à 7 ans. Oui, je comprends ce que vous dites, mais comment envisager des perspectives sur du aussi long terme alors que le contexte dans lequel on est ne nous donne pas encore assez de visibilité, en tout cas pour être au niveau du risque, en tout cas. Non, je vous coupe, André, parce qu'en fait, il y en a. Vous avez un indicateur dramatique, c'est la notion de croissance. Pourquoi? Parce que pour gagner 1 point de croissance, il faut s'endetter de 2 à 3 points. Donc, depuis 30 ans, on est dans un système absurde. Et ça, les politiques ne veulent pas l'entendre. Bon. Mettez de côté la notion de cette croissance, de cet indicateur. Regardez le problème sous l'angle de l'activité économique. Regardez le problème sous l'angle de la notion de prospérité. On sait que les activités de l'aviation seront, sur une très très longue durée, inférieures aux dernières hypothèses de croissance. C'est une certitude. Ce que nous faisons ce soir ensemble,
Et la preuve que le voyage que je devais faire à Toulouse, à Londres, à Bruxelles, que j'avais l'habitude de faire pour 2 ou 3 heures de rendez-vous, je vais le faire par un Zoom, un Teams, etc. C'est clair, c'est une certitude de demain. Or, c'était les voyages de business qui étaient la principale source de revenus des avions, enfin des compagnies aériennes, des compagnies ferroviaires, des compagnies de taxis, etc., etc. Donc déjà, il y a une chose qui est certaine, quand les gens disent « Ah oui, mais il faut que les Chinois reviennent, les Russes, les Américains, nanana, etc. » Non, non. Oui, ils vont revenir à 90%, ils vont revenir à 80%, etc. Donc vous avez un certain étiage robuste, lui. Hein. Vous avez des gens qui ont besoin de se nourrir, de se vêtir, de se protéger, de s'assurer, etc., etc., etc. Le drame, c'est que on veut vous inoculer le stress de cet indicateur de la croissance, mais très sincèrement, dans votre budget, si vous êtes à moins 0,5, ça va changer quelque chose de votre vie? Honnêtement. D'accord? Bon, si le fait que vous aviez l'espérance qu'en étant à +1 ou +2, vous alliez d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, changer de position, changer de salaire, etc. Mais votre stress de demain, si vous êtes à moins 0,5 ou moins 1%. Donc je vous invite, quand on parle du futur, ayez la vision optimiste que j'ai de dire il y a un socle. Il y a un socle d'activité pérenne. Là où il y a un problème, et j'en arrive à la notion de crise, là où il y a un problème, c'est que aujourd'hui, tout est fait pour protéger la bulle de valeur mobilière et immobilière mondiale. Tout. Enfin, je veux dire, les tombereaux de monnaie qui sont accordés par la Réserve fédérale aux États-Unis, The Bank of England en Angleterre, la Banque du Japon, la BCE en Europe, etc., sont faits pour que la bulle des valeurs mobilières et immobilières ne craque pas. J'ai vécu le crack du Japon en 89, j'ai vécu le crack des valeurs Internet, enfin bon, je vois ce que ça représente à chaque fois. Nous risquons en tant que citoyens, et vous en tant que métier dans la finance, je dirais qu'il y a une forte possibilité, pour ne pas dire une bonne probabilité, qu'il y ait une crise. Et compte tenu de l'organisation économique et politique de nos pays, oui, cette crise peut avoir un impact méchant, sévère, sur nos existences, et les vôtres en particulier, en tant que jeunes actifs dans cette filière. Je vais être cynique. Nous n'avons ce soir aucun moyen de nous prémunir contre cette crise. Aucun. Hein? Aucun. La seule chose, c'est que intellectuellement, vous vous disiez que la vie étant plus forte que tout, regardez Alex Kahn, je veux dire, quelques heures avant qu'il ne meure, il avait la banane, il passait sur les écrans de télé en disant « Ouais, bon, elle est morte, je sais, j'y vais. Bon, mais pour le moment, je vis. » Ben, pour le moment, vous vivez. Vous êtes au cœur de l'activité économique et il faut que vous soyez conscient qu'il faut résister. D'accord. Il y aura une crise. Je pense malheureusement qu'il y aura une crise. J'espère simplement que nos gouvernants, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils soient bleus, qu'ils soient roses, qu'ils soient verts, qu'ils soient etc., aient conscience du fait que le vrai risque, il est humain. J'ai insisté là-dessus. Votre espérance de métier est humaine. Le risque de crise est humain. Pourquoi? Parce que là, on est des gentils garçons à nous parler entre nous.
Si on nous met dans un état de stress collectif, on devient des animaux. C'est dans la nature humaine. Donc, évitons de revenir à notre animalité, okay, et de faire en sorte. Mais vous avez un sacré job, hein, parce que vous êtes à l'articulation. Voilà, il n'y a pas de vie sans finance. Okay. Il n'y a pas de vie sans finance. Merci, monsieur. Étant donné que nous sommes dans un monde de plus en plus conscient, selon vous, quelle dimension a la notion d'écologie pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et sûrement ceux de demain? Et à partir de cette réponse-là, comment peut-on être sûr que notre conseil en tant que banquier va avoir de l'impact? Comment est-ce qu'il faudra qu'on devienne aussi Très bonne question. Des notions proches de l'écologie? Est-ce qu'il faudrait qu'on soit… Très bonne question. Alors, mon optimisme repose sur le fait que je vous ai en face de moi ce soir. C'est-à-dire que je vois des garçons qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont, semble-t-il, conscients des difficultés d'aujourd'hui et de demain, et qui demandent à un vieux professionnel de leur donner des outils pour se préparer à cette mutation. Vous êtes à une période charnière et il va y avoir, pour reprendre la notion de l'écologie, je suis à peu près convaincu que le plan comptable que vous connaissez ne sera pas tout à fait le même dans les 10-15 ans qui viennent. Autrement dit, que les tableaux d'emploi-ressources, de charges et recettes, de bilan et autres vont intégrer des dimensions écologiques. Pas des gadgets publicitaires pour se faire élire, non, non, des trucs réfléchis qui intègrent les notions de contribution, les notions d'impact. D'accord ? Bon. Donc, oui, soyez vigilants sur le fait d'apprendre petit à petit à insérer des normes RSE par rapport à la comptabilité générale. Et il y a de plus en plus d'études qui sont faites dans ce sens. Parce que, je me répète, vous aurez vraisemblablement le bonheur de connaître une comptabilité qui soit plus représentative de la vie économique dans sa globalité. Okay. Si votre compagnon ou votre compagne repasse vos chemises ou vos pantalons, c'est une contribution. Alors aujourd'hui, elle a zéro valeur marchande, et étant donné qu'elle a zéro valeur marchande, elle n'est pas intégrée dans votre niveau de vie. Donc, dans votre solvabilité, etc., etc. Mais que ce soit ça ou le fait que vous achetiez des produits avec une empreinte carbone dramatique, etc., enfin, il y a une approche qui va être écologique. En réalité, le problème de votre génération, c'est que il y avait le monde avant Covid, je dirais des années 2018-2019, et il y aura le monde de 2038 ou 2048 ou 2058, que vous connaîtrez. Que vous connaîtrez. Ce monde de 2038 ou 48 ne sera plus tout à fait le même que celui de 2018. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut vous mettre en ordre de marche. En ordre de marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez avec vos copains, vos parents et autres, c'est que vous intégriez ce fait. Vous n'allez pas le subir, vous allez l'accompagner.
plus ou moins difficilement selon qu'il y a crise ou pas crise, etc. Mais vous allez être la génération de cette charnière. Donc oui, la dimension écologique au sens le plus noble, c'est-à-dire de protection du bien commun, c'est-à-dire la planète, sera intégrée dans le futur. Et là, je vous invite à déjà vous interroger. Il y a des sites, il y a des études sur justement l'impact écologique dans la comptabilité. Alors, j'ai une question. Pourriez-vous nous donner la différence entre l'approche mécaniste et l'approche personnalisée en termes d'apporter notre savoir et notre expérience et notre conseil à une entreprise afin d'améliorer sa santé financière, en termes d'image ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que c'est l'approche mécaniste et qu'est-ce que c'est l'approche personnalisée? Alors, je vais prendre la dernière transaction que j'ai faite. Okay. Il y a 15 mois, une entreprise française me dit l'entrepreneur a 55 ans, il s'aperçoit, il fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un métier où tous les géants sont en milliards, d'accord, des métiers de distribution. Et il me dit je n'ai pas réussi à convaincre certains de mes petits concurrents de nous allier pour passer la barre des 100 millions, qui est la barre dans cet univers de la distribution où on commence à être un acteur pérenne. Premier point. Deuxième point, il me dit j'ai l'âge pour me retirer. Qu'est-ce que vous pensez? Et moi, je lui ai demandé, mais alors, quand je suis allé le voir, je me suis informé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis informé sur son métier. Donc, j'ai été capable, pendant une demi-heure, de lui démontrer que j'avais de l'empathie pour lui, puisque je lui posais les bonnes questions. Et au lieu de m'arrêter au bout d'une demi-heure, on est resté 3 heures ensemble. Car en fait, quand on passe du mécaniste à la version personnalisée, c'est de rentrer dans l'intimité de votre interlocuteur. Donc, plus vous avez d'informations, mais réelles, hein, sur lui, c'est un remariage, il a des enfants des 2 mariages, enfin bref. Et j'ai fait la feuille, hein, avec l'ensemble, je dirais, de ses attendus. Et dans ses attendus, il me dit, je ne vais pas chercher celui qui va me payer le plus cher. Je vais chercher un certain prix, mais je vais chercher ceux ou celles qui vont accompagner l'équipe des 190 collaborateurs que j'ai dans ma société. Bon. Ça veut dire que grâce au fait qu'il a partagé avec moi une information qu'il n'aurait jamais mis dans un questionnaire mécaniste, hein, jamais. Cette information n'aurait jamais été considérée comme étant pertinente par un questionnaire, un Q&A habituel. Jamais. Et effectivement, on peut se dire, mais j'ai passé 3 heures plus le trajet de train, etc. Donc, j'ai détruit une journée de travail pour espérer avoir cette mission. En fait, je pense que si j'avais consacré le même temps par des échanges de mails, de questions, enfin bref, je n'aurais jamais réussi à créer cette relation. Il y avait toutes les banques de la place pour avoir ce mandat. J'ai eu ce mandat. Je rappelle, 1, je connaissais, donc j'ai posé les bonnes questions. Et 2, il m'a livré cette information essentielle
c'est que je n'allais pas avoir la mission de chercher le plus offrant, mais celui qui allait le mieux traiter son personnel. Alors, des clients comme ça, il n'y en a pas toujours. Hein. Il y en a qui disent, écoutez, moi, j'en ai rien à faire, je veux le meilleur offrant, etc. Bon. Mais le simple fait d'être rentré dans une relation personnalisée, mon dossier a pris beaucoup plus de temps. Parce que si vous cherchez simplement le meilleur prix, ça va assez vite. Hein. Bien sûr. Vous faites un mémorandum, vous faites une mise aux enchères, vous envoyez 50 mails dans la nature, vous avez 10 offres, vous choisissez la plus forte, les appels. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et j'ai eu ce remerciement absolument délicieux où ce chef d'entreprise, a accepté que j'augmente ma facture d'honoraires. Merci. Et 2, il a envoyé à mes jeunes collaborateurs des chèques cadeaux en disant merci de ce que vous avez fait. Alors, je vous cite un cas qui malheureusement n'est pas. Mais c'est simplement, je peux simplement vous dire qu'une fois tous les 10 ans, quand vous avez une mission de cette qualité-là, ça efface toutes celles où vous vous faites traiter de n'importe quoi, etc. Parce que de toute façon, je suis dans un métier où si j'échoue, c'est de ma faute, et si je réussis, c'est grâce à lui. Donc, de toute façon, c'est un peu l'ingratitude de nos métiers, hein, c'est que la reconnaissance est rare. Mais plus vous avez, mais je vous en conjure, n'essayez pas de mélanger de l'Internet et de l'humain. L'humain prend du temps. Et votre interlocuteur, il le verra vite. Hein, parce que si vous commencez par lui parler en regardant votre smartphone, non, il faut l'écouter. Et malheureusement, tous les grands banquiers font ça pour leurs grands clients. Et ma force a été d'adopter le même modèle, mais pour les petits clients. D'accord. Ouais. Je veux dire, que ce soit Goldman Sachs, Lazard, Société Générale, Deutsche Bank ou autre, quand il s'adresse au patron de Volkswagen, mais bien sûr qu'il lui passe du temps. Et bien sûr. Ils écoutent tout. Mais quand le même s'occupe effectivement de l'horloger du coin ou de la grosse chaîne de charcuterie qui emploie 50 personnes en province, non, on va pas passer le temps. Non, passer du temps avec lui. D'accord. Alors, votre exemple nous permet d'arriver sur notre dernière question, qui est donc, selon vous, quels sont les secteurs d'activité de demain et comment cela va pouvoir augmenter la dimension conseil? De quelle manière on va pouvoir apporter notre savoir dans les secteurs peut-être d'avenir et de demain? Alors, vous avez un socle d'activité, je dirais, éternel. Se nourrir, se loger, se transporter, se soigner et se cultiver. D'accord. Donc, ok, il faut un peu plus de virtuel, il faut un peu plus d'internet, il faut, peu importe. Là, on est dans des modèles de mise à disposition de biens et de services. Mais ça, c'est éternel. Hein. C'est éternel et pour une bonne part, ce n'est pas délocalisable. Et ça représente 2/3, entre 2/3 et 3/4 de l'activité économique d'un pays. L'indicateur de la croissance qui veut qu'on aille chercher des dixièmes de points de croissance nous donne un mauvais message. C'est que
il vous dit il faut aller chercher les sociétés de croissance. Dans ces activités traditionnelles, vous avez très très peu de croissance. Vous en avez même qui sont légèrement en décroissance historique depuis 20 ans. Bon. Mais elles seront là. Et vous avez 25 ans, elles seront là quand vous aurez 55 ans. Donc, ces sociétés, elles ont besoin, je dirais, de l'accompagnement normal, c'est-à-dire financer son fonds de roulement, financer ses équipements, trouver l'accompagnement classique au-delà des prestations de services qui vont être automatisées. Bien. Juste au-dessus de ça, vous avez des activités plus modernes, plus internationales, qui vivent notamment de l'export et qui touchent à des métiers plus techniques et ou à des services plus sophistiqués. Vous avez justement l'assurance, la banque, j'ai pas d'autres thèmes que ces deux-là qui me viennent à l'esprit. Bien sûr, tous les services informatiques, tous les services juridiques, tous les services comptables, dont certains vont être automatisés, mais là encore, je veux un avocat, je veux un comptable, je veux un banquier qui comprenne la problématique de ma vie. Et s'il ne la comprend pas, j'aurai tendance à aller voir ailleurs. Évident. Et puis, il reste le haut, c'est tout ce qui touche à la cybersécurité, tout ce qui touche au e-commerce. Quel est le problème du e-commerce? C'est que aujourd'hui, vous avez les centres-villes qui vont se vider des boutiques. Je n'imagine pas, ou alors c'est un monde monstrueux, mais je n'imagine pas qu'une fois, c'est vrai, je suis un consommateur d'Amazon, comme nous le sommes tous. Et je suis stupéfait de trouver parfois des produits que je ne trouve que grâce à Amazon. C'est une évidence. Mais, je suis désolé, mais ma chemise, je préfère aller dans les 2 ou 3 boutiques que je connais et de les essayer. Alors, on me dit, si, tu peux commander, le changer, etc. Ouais. Mais j'ai un certain plaisir à aller voir les gens qui me disent « Ah, tiens, il y a longtemps qu'on vous a pas vu, voilà, notre nouvelle collection, etc. » Enfin, je veux dire, qu'il y ait une relation de nouveau d'être humain. Donc, je pense que, n'oubliez pas, en économie, vous avez tous les modèles de forte croissance qui deviennent petit à petit des asymptotes. L'agroalimentaire est sur une asymptote. Alors, une asymptote qui est à plus ou moins 2%, plus ou moins... vous voyez ce que je veux dire? Qui oscille au gré des saisons. Il y a plus de pluie, il y a plus de sécheresse, etc. Mais la tendance longue, elle est pérenne. Soit vous êtes et c'est vraiment 2 métiers différents, hein. Soit vous êtes les accompagnateurs d'activités pérennes, soit vous êtes les accompagnateurs d'activités à forte croissance. Mais les activités à forte croissance, il faut savoir qu'au bout de 3, 5, 7 ans, elles deviennent en asymptote et qu'à ce moment-là, le modèle d'avant ne peut plus marcher. Donc, votre discours, si vous devenez le banquier des startups, il faut que vous consacriez votre temps non pas à rentrer dans la startup,
parce que vous allez perdre trop de temps. Il faut réagir très très vite. Il faut réagir de façon effectivement digitale, numérique, etc. Vous allez avoir tous autant que vous êtes la nécessité de créer ce que j'appelle votre fonds de commerce. Vous, Patrick, il faut que vous développiez votre fonds de commerce. Alors, votre fonds de commerce, c'est quoi? Soit vous devenez l'artiste du crédit revolving sophistiqué, etc. Et votre compétence technicienne fait que les différents établissements vont vouloir acquérir votre connaissance. Soit vous devenez l'homme qui connaît une typologie de clients. Des TPE, des PME, des ETI, dans l'industrie ou dans le service, en région parisienne ou en province. C'est-à-dire que vous avez une légitimité parce que vous accumulez du savoir dans une sphère économique donnée. Et ça, c'est votre meilleure assurance chômage. Parce que, non, c'est clair, si vous avez une compétence à 35 ans dans les groupements de pharmacie, on aura toujours besoin dans une équipe d'un garçon ayant cette compétence. D'accord. Je vois. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Rossello. On va désormais passer aux questions que nos camarades et nos autres auditeurs ont posées à mes collègues, Akram, André, Walid et Narfaï. Donc, qui a une question? Akram? Alors oui, Monsieur Rossello, je vais vous poser la question donc d'Olivier qui a rebondi sur le sujet des cryptos. Alors il vous demande comment l'hypervolatilité des cryptos est-elle gérée et est-ce que cela affecte la crédibilité des cryptoactifs? Alors, cette volatilité, c'est catégorique, nuit à sa valeur, ça c'est clair. Par contre, c'est parce que les crypto-monnaies sont dérégulées qu'elles sont notamment très volatiles. C'est-à-dire que quand vous avez un actif qui est régulé, le plus régulé des marchés, c'est celui de l'or. L'or est aujourd'hui fixé tous les jours à Londres par 11 banques, qui d'ailleurs, à mon avis, le tiennent pour que ça ne s'emballe pas, et vous avez des petites variations. Si on devait déréguler le marché de l'or, ça serait des plus 100% et des moins 50%. Quoi, je veux dire. Donc, la réponse est catégorique. C'est parce que, justement, ce sont des cryptoactifs non régulés qu'ils sont particulièrement volatiles et donc que ça leur nuit dans le futur. D'accord. J'espère que votre réponse a satisfait Olivier. Je crois que Narfa, il y a une question aussi de la part d'un des autres spectateurs. Oui, tout à fait. Nous avons Jennifer qui voulait revenir sur la première partie, on va dire, de notre entretien. À un moment donné, vous nous avez parlé d'une solution qui était de privatiser certains éléments du patrimoine français. Et Jennifer se posait la question si justement cette solution à terme n'aboutirait pas à une perte de la possession du patrimoine français par l'État et la possibilité qu'à un moment donné, vous avez parlé du château de Versailles notamment, que des puissances étrangères ne puissent pas se les approprier et détruire en quelque sorte notre histoire. Alors, c'est amusant parce que je l'avais cité un peu comme un exemple, mais restons sur l'exemple. Il est symbolique, mais il est amusant.
et je remercie Jennifer de rebondir là-dessus. Prenons le château de Versailles. Étant, entre guillemets, un spécialiste de la valeur, je serais très malheureux de devoir chiffrer la valeur du château de Versailles. Mais je suis sûr qu'on devrait pouvoir arriver à une estimation. En regardant le nombre d'hectares, enfin bref, il y a le nombre de visiteurs par an, il doit y avoir la possibilité. Mais c'est quelque chose d'emblématique. Eh bien, on deviendrait, selon une espèce de bourse qui serait mise en place, au lieu de devoir, si vous voulez, il y a aujourd'hui des bons du Trésor qui doivent être payés au moment du remboursement, au lieu de rembourser cette somme, qui aujourd'hui est remboursée en réempruntant, en réémettant de nouveaux bons du Trésor, imaginons qu'on donne des 10 millionièmes de détention du château de Versailles, comme étant un titre obligataire, si on veut rester dans une logique de remboursement, ou un titre de propriété, si on est dans une logique dite d'equity, de capital. Mais, Jennifer, il n'y a pas de problème. Ces titres ne seront cessibles qu'à toute personne, alors d'abord dans certaines proportions, qu'à toute personne qui, comme dans l'industrie nucléaire, comme dans un certain nombre de secteurs protégés, ne mettent pas en péril la pérennité du château de Versailles en France. Donc l'un est compatible avec l'autre. Hein. Tous les pays du monde, je veux dire, très souvent les Français sont les plus idiots de la bande en voulant être des libéraux à tout craint. Les Allemands sont protectionnistes, les Américains sont protectionnistes, les Chinois sont protectionnistes, enfin je veux dire, les Mexicains sont protectionnistes. Hein. Donc ils profitent du libre-échange quand ça leur arrange, mais quand ça leur porte, ça porte atteinte à leur souveraineté, je peux vous assurer qu'ils... Essayez de privatiser une plage à Cancun, non, pas possible. Hein. Donc, ce que je veux dire, pourquoi j'ai cité le patrimoine, c'est que je dis que, et je répète parce que c'est très important pour vous tous, hein, on ne peut ni rembourser ni annuler la dette. Si je suis dans une situation d'entreprise, j'augmente mes fonds propres. Comme l'État n'a pas de fonds propres comptables, mais qu'il est propriétaire du sous-sol, par exemple français, qui va être donné en concession, si, quelque part, il y a la possibilité de revaloriser les fonds propres de l'État français. Donc, c'était ça l'idée, c'est que, merde, soyons imaginatifs. N'oublions pas, l'homme est un être intelligent parce qu'il s'adapte. Sinon, on serait resté des grands singes dont on partage 97% des gènes. Hein. Donc, notre différence, c'est notre capacité à nous projeter dans le futur, c'est la conscience de nous-mêmes et notre capacité à s'adapter. Oui, je suis très, très optimiste là-dessus, à condition que vous ayez le temps. Je ne sais pas lequel d'entre vous me posait la question de la crise. Je crois que c'est André tout à l'heure. Oui, cette crise qui est malheureusement envisageable, soit vous, quelque part, vous l'attendez. Comme quoi vous allez vous adapter à cette crise. Eh bien, vous allez voir que le jour où elle va arriver, le simple fait de considérer que c'est une probabilité fait que vous n'aurez pas le choc de tous ceux qui, refusant de l'admettre, vont être dans une situation de stress total.
en disant aïe, 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 comment on va faire, mon crédit, mon machin, mes vacances, ma femme, ma maîtresse, ma copine, mon chien, enfin bref, comment je vais gérer, Si vous êtes préparé, et dans le livre que j'ai écrit, je fais référence à des travaux proches des neurosciences. Quand on met un être humain dans une situation extrême, soit il a été préparé, soit il ne l'a pas été. S'il n'a pas été, c'est un drame. Et il bascule dans des notions suicidaires ou autres. S'il a été préparé, il s'adapte. Alors ça ne veut pas dire que c'est sympa, hein, je dis pas ça. Mais voilà, c'est mon message. Et concernant le problème de la dette, j'imagine qu'il va falloir sortir de l'eau tiède que nos grands économistes sont en train de sortir parce qu'ils ont peur eux-mêmes de sortir de leur zone de confort. Le rapport qui va être donné ou qui a déjà été donné à Emmanuel Macron, mais je ne veux même pas le lire, je sais ce qu'il y a dedans, c'est tous les rapports de conjoncture que je peux voir. Inintéressant, parce qu'ils n'adressent pas le vrai problème. On ne peut pas rembourser et on ne peut pas annuler. Qu'est-ce qu'on fait? On innove. On innove. On se parle, on communique, on est jeune, on est beau et on y va. Merci beaucoup de cette réponse qui, je pense, va la satisfaire et qui était très complète. Ah, Patrick n'a pas le son. Ah, oui. On va pouvoir conclure, je disais, sur ces réponses. Et donc, on a pu aborder, comme j'avais introduit au début, les 3 différentes partie de cette conférence. Ouais. Alors, déjà, M. Rossello, on voudrait tout simplement vous remercier de nous avoir accordé ce temps précieux, même si vous avez raté un vol et que du coup... Pas de souci. Ça, voir vos têtes me rémunère largement. C'est gentil. On voudrait également remercier M. Kiteri de nous avoir accordé aussi de son temps et nous permettre cette conférence en live directement retransmise sur YouTube. Remercier également l'école, remercier mes collègues qui sont là, qui auront peut-être un mot à rajouter. André, tu as peut-être un mot à rajouter? Écoutez, oui, remercier M. Rossello pour sa présence. Hein. Merci beaucoup de tous les enseignements que vous nous avez donnés aujourd'hui, de votre éclairage. M. Kiteri aussi, mes camarades, et Mme Platieux aussi, qui nous a permis d'avoir un encadrement pour la suite de la construction de cette conférence. Merci à tous, vraiment. Alors, ok, bon courage à tous. Merci, M. Rossello. À très bientôt, merci beaucoup, M. Rossello. Merci, à bientôt. Au revoir.